Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce magnifique décor pour notre deuxième webinaire consacré bien sûr à la recharge de véhicules électriques en copropriété privée. Pour ce deuxième webinaire, on a voulu vraiment axer sur le rôle de l'opérateur référencé Logivolt. Donc, je suis Rita Soukar, directrice du développement et des relations institutionnelles chez Logivolt, et j'ai le plaisir d'avoir avec moi 3 opérateurs référencés Logivolt. Donc, Jacques-Alexis Bon, tu es directeur général adjoint chez Watt. Bonjour Jacques-Alexis. Bonjour Rita. Tony Grégoire, donc directeur général et cofondateur d'Amperus. Bonjour Tony. Et Victor Tokenberger, tu es directeur technique chez Park & Plug. Bonjour. Bonjour. Merci à vous 3 d'avoir accepté cette invitation. Effectivement, on ne pouvait pas faire un webinaire sur le rôle de l'opérateur privé référencé Logivolt sans vous avoir à nos côtés. Vous avez un rôle essentiel dans le dispositif, donc comme on va le voir tout au long de ce webinaire sur l'installation, mais vraiment tout au long du projet. On a voulu faire ce webinaire parce qu'aujourd'hui, finalement, la question, c'est plus de savoir est-ce qu'il faut équiper sa copropriété de solutions de recharge, mais c'est plutôt comment le faire et avec qui le faire. La question qui revient souvent, c'est pourquoi choisir une solution opérateur référencé Logivolt plutôt qu'une autre. Et c'est vrai qu'il y a différentes solutions sur le marché. Ce n'est pas toujours évident pour un syndic de copropriété ou des copropriétaires de s'y retrouver, à la fois sur les solutions techniques, mais également avec toutes les solutions de financement ou d'aide qui peuvent exister. Donc on va répondre à toutes ces questions. On va apporter donc vraiment les éclairages nécessaires pour que les syndics et les copropriétaires n'aient plus besoin de se poser cette question. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous laisser la parole, je voudrais juste faire un petit rappel du contexte et rappel des différentes solutions qui existent. Quand on parle de solutions de recharge collective, finalement, il y en a un peu 3 qui ressortent. Donc il y a celle qui est dite réseau électrique auto, qui est portée par le gestionnaire du réseau public, donc par Enedis. Dans cette solution, il n'y a pas de compteur commun pour la recharge. C'est vraiment un compteur électrique qui sera installé sur chaque place de parking. Et chaque copropriétaire pourra par la suite faire le choix de l'installateur de son choix pour la borne et du fournisseur d'électricité de son choix. Donc c'est un peu une solution dite liberté parce que là, il n'y a pas de décision collective commune à la copropriété. Chaque copropriétaire pourra choisir effectivement les intervenants qui leur conviennent le mieux. Le pendant, c'est qu'ils vont devoir coordonner et gérer l'ensemble de ces interventions. La deuxième solution, donc, qui est portée par un opérateur privé, dans ce cas, il y a bien un compteur électrique dédié à la recharge qui sera installé. Par contre, la solution de recharge qui sera apportée aux places de parking, elle se fera qu'au fur et à mesure de la demande. Contrairement à la troisième solution, donc, qui est celle qui va nous concerner, donc la solution opérateur privé référencé Logivolt, donc là, il y aura bien un compteur électrique qui sera installé et qui sera dédié à la recharge, donc vraiment séparé des communs. Mais pour le coup, la solution de recharge, là, sera apportée sur toutes les places du parking dès le début pour vraiment pouvoir apporter une solution de recharge à l'ensemble des copropriétaires sans avoir besoin de se poser la question de revenir faire des travaux et où est ma place, où est-ce que je suis positionnée dans le parking. Donc c'est vraiment sur cette troisième solution qu'on va axer notre webinaire. L'argument principal sur cette solution, c'est vraiment le zéro reste à charge. C'est ce qu'il faut retenir, c'est que pour le collectif, il y a un zéro reste à charge. C'est vraiment Logivolt qui va préfinancer 100% des travaux. On va payer l'intégralité des travaux et il n'y aura que les utilisateurs qui payeront une quote-part en fonction de leur utilisation. Tous les autres qui ne sont pas intéressés ne payeront rien. Donc ça, c'est vraiment l'argument premier qu'il faut retenir, mais ce n'est pas le seul. Et là, je me tourne vers toi, Jacques-Alexis. Est-ce que tu peux me dire, selon toi, quels sont les autres arguments principaux de ce dispositif ? Oui, alors nous, on tient surtout à se positionner en tant que facilitateur vis-à-vis de nos clients que sont les gestionnaires de copropriété. On a la prétention d'extrêmement bien les connaître. On sait qu'ils ont des quotidiens qui sont compliqués parce qu'ils ont énormément de sollicitations, souvent pour des problématiques plus que pour des solutions ou pour des remerciements. Et donc nous, en tant qu'opérateur privé, on ne souhaite surtout pas que le sujet des IRVE devienne un sujet supplémentaire que les gestionnaires de copropriété vont avoir à traiter. Par exemple, si certains gestionnaires ont eu recours à du droit à la prise, ils savent ce que ça peut imposer en termes de suivi, de remboursement d'électricité parce que quelqu'un a consommé sur le compteur des services généraux. Tout ça, on veut vraiment les affranchir de ce sujet-là en apportant une solution qui est vraiment clé en main. Et dans cette solution clé en main, on va se positionner un peu tout au long de la chaîne, c'est-à-dire qu'avant le déploiement, on va les accompagner sur toute la pédagogie,
parce que c'est un sujet qui est quand même complexe, tu l'as dit, il y a 3 solutions, et il faut comprendre un peu ce qui se cache derrière chacune de ces solutions. Donc nous, en tant qu'opérateur privé référencé Logivolt, on apporte des éclaircissements par rapport à cela. Sur le montage administratif également, évidemment, on va jouer un rôle très important, parce qu'il y a un peu d'administratif lié à ces solutions. Par la suite, pendant les travaux, on s'occupe de tout. Le gestionnaire n'a absolument rien à faire. Il nous confie entre guillemets les clés du camion. Nous, on déploie l'infrastructure, on gère la relation avec le gestionnaire du réseau de distribution sans avoir recours à notre ami gestionnaire de copropriété. Et par la suite, une fois que l'infrastructure est déployée, on est également là pour les besoins des copropriétaires ou des locataires. Ceux-là ne vont pas se tourner vers le gestionnaire de copropriété. Ils savent que nous sommes l'opérateur. Ils savent que c'est vers nous qu'il faut s'adresser. Et nous, on va leur apporter la solution qui consiste à leur vendre une borne et à vendre un service derrière. Comme ça, pendant toute la vie du produit et de la borne, on sera là pour répondre aux interrogations des copropriétaires et des utilisateurs finaux. Donc effectivement, un interlocuteur unique pour une solution clé en main, donc ça c'est très important et c'est un des avantages premiers également de cette solution. En tant qu'opérateur privé, vous avez également la capacité à être réactif et ça je pense qu'aussi c'est un point essentiel pour un syndic de copropriété. Tu peux nous en dire quelques mots ? Alors effectivement, donc dans la multitude des tâches qu'ils ont à gérer, il y a le sujet de l'Assemblée Générale. Le sujet de l'Assemblée Générale fait l'objet d'une convocation. Il se trouve que les gestionnaires de copropriété gèrent un nombre de lots qui est assez important. Il peut arriver dans certains cas de figure qu'une Assemblée Générale soit sortie de leur tête et que dans un délai assez court, ils aient besoin d'une proposition de la part des opérateurs privés. Et donc nous, étant donné qu'on est extrêmement agile, on est capable très rapidement de proposer un devis, une étude, pour qu'ils puissent porter le sujet à l'ordre du jour de leur Assemblée Générale, afin d'éviter de perdre un an en attendant la prochaine Assemblée Générale. Donc oui, on est capable de réagir extrêmement rapidement. Donc il faut anticiper, mais en tout cas, vous êtes capable de réagir pour des urgences. Ouais. Merci beaucoup. J'aimerais juste insister sur cette notion d'interlocuteur unique, parce qu'effectivement, c'est vraiment une des promesses du dispositif opérateur privé référencé Logivolt. Mais pour pouvoir être cet interlocuteur unique, il y a ce process de référencement. Donc ce n'est pas accessible à tout le monde. Tony, en tant que cofondateur d'Amperius, tu as été confronté au référencement Logivolt. Est-ce que tu peux nous dire en quoi c'est gage de confiance pour un syndic de copropriété de faire appel à un opérateur privé référencé Logivolt ? Effectivement, Rita, être référencé Logivolt, ce n'est pas automatique. C'est l'aboutissement d'un audit complet qui est réalisé par les équipes de Logivolt. Un audit financier, un audit technique, un audit aussi organisationnel. En fait, ce label Logivolt, c'est un filtre rigoureux. Si un opérateur est référencé Logivolt, c'est que c'est un opérateur fiable et solide. Effectivement, donc, et par ailleurs, il y a aussi des prérequis à respecter pour pouvoir par la suite exploiter, donc être opérateur et exploiter la solution. Tu peux nous en dire un petit mot ? Tout à fait, il existe, il faut le savoir, il y a 2 cahiers des charges techniques que l'opérateur doit impérativement respecter, un cahier des charges Advenir et un cahier des charges Logivolt. Et c'est très important de l'avoir en tête parce que ce cahier des charges va garantir à la copropriété que l'installation qui sera réalisée par l'opérateur Logivolt va remplir toutes les garanties nécessaires, et toutes les règles de l'art, afin que l'infrastructure soit bien posée, bien dimensionnée et prête pour les années futures. Mais il y a aussi un autre aspect qui est important, c'est que si tout le monde respecte ce cahier des charges, en fait l'infrastructure peut être reprise. Et j'entends souvent dans les assemblées générales que la solution opérateur privé, la solution opérateur Logivolt, oblige la copropriété à être collée, à être pieds et poings liés avec l'opérateur, ce qui est totalement faux. En fait, l'opérateur n'est jamais propriétaire de l'infrastructure et il l'installe, il l'opère à travers un contrat d'exploitation. Et à l'issue de ce contrat, si la copropriété n'est pas satisfaite de l'opérateur, elle peut totalement changer d'opérateur. Et donc, en somme, sélectionner un opérateur référencé Logivolt, c'est la garantie pour la copropriété d'avoir un opérateur solide, d'avoir une infrastructure pérenne et fiable, tout en offrant à la copropriété le choix de changer d'opérateur. C'est la seule solution qui coche toutes ces cases. Merci pour ces précisions. Donc effectivement, vous avez cet aspect technique qui est très important. Mais je crois que vous avez également un rôle de conseil auprès des syndics de copropriété et des copropriétaires, un peu plus en amont. Tu peux aussi nous en dire quelques mots ? Alors oui, en fait, tout débute déjà avec une sollicitation de la part d'un copropriétaire, d'un conseil syndical ou même du syndic en direct, qui nous exprime le besoin, qui nous fournit une pièce essentielle qui est le règlement de copropriété. Une fois qu'on l'a reçu, ça va passer dans notre bureau d'études. On va étudier le parking,
concevoir l'infrastructure et proposer au syndic une proposition commerciale qui sera soumise en assemblée générale. Et pendant tout ce temps-là, on va avoir un rôle de conseil et d'accompagnateur pour expliquer la solution qui sera du coup votée en assemblée générale. Merci. Tu parles de propositions commerciales. Effectivement, c'est important parce que ces travaux ont un coût. La copropriété peut faire le choix de financer elle-même ces travaux, mais on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qui est plébiscité. C'est plutôt le choix d'un tiers financeur qui est choisi par une majorité de copropriétés aujourd'hui. Donc c'est bien parce que ça les libère de cette charge financière, donc c'est très important. Mais en même temps, ça fait entrer un troisième acteur qui potentiellement doit être coordonné. Comment vous, en tant qu'opérateur référencé Logivolt, vous accompagnez également ces syndics dans la gestion de ces tiers financeurs et autres acteurs? En fait, ça va être totalement transparent pour le syndic. On va absorber toute cette complexité. Une fois que la solution est votée en assemblée générale et que les documents sont bien évidemment signés, on va monter le financement Logivolt. On va également monter le dossier Advenir, gérer l'ensemble des travaux jusqu'à la mise en service et la certification par un bureau d'études, un bureau de contrôle, pardon. Et ensuite, on va opérer l'infrastructure de recharge, installer les bornes et assurer le suivi des clients. C'est totalement transparent pour le syndic. Néanmoins, il garde quand même cet œil de contrôle, cette possibilité de contrôle qui est très importante également. Et notamment, c'est lui qui doit aussi accuser réception des travaux, donc il gardera la main sur la totalité des travaux tout au long du process. Merci beaucoup. Tu as parlé du programme Advenir. C'est effectivement un des éléments aussi clés du dispositif. Il y a des primes et des subventions. C'est aussi quelque chose qui est assez nouveau pour les syndics ou les copropriétaires et parfois, il y a tellement d'informations qui ne s'y retrouvent pas. Victor, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux du coup, toi, nous expliquer comment, en tant qu'opérateur référencé Logivolt, vous pouvez accompagner ces syndics et ces copropriétaires à faire un peu le tri dans toutes ces aides et subventions qui existent? Oui, donc dans ce rôle de facilitateur et d'accompagnateur que mes confrères ont décrit précédemment, on peut faire effectivement un focus sur les subventions, puisque c'est un sujet qui est vraiment pas aisé, aller chercher des subventions. Donc en l'occurrence, la subvention Advenir qui vient financer une grande partie du projet d'IRVE dans une copropriété, c'est pas une mince affaire. Nous, en tant qu'opérateur, on est vraiment là pour, encore une fois, décharger le syndic et la copropriété du montage du dossier. Alors il y a déjà l'aspect de voir finalement à quelle subvention est éligible le projet, c'est-à-dire que le programme Advenir se décline en plusieurs variantes, on va dire, en fonction des contraintes techniques du projet, s'il y a de l'extérieur ou non, de la configuration du parking. Donc nous on est vraiment là déjà pour faire une sorte d'audit à quelle subvention est éligible le projet. Derrière on va le présenter à la copropriété et donc comme on l'a dit, ensuite Logivolt va venir financer le complément. Il y a aussi une subvention sur les bornes de recharge, là encore avec différentes variantes. Nous, en tant qu'opérateur, on est vraiment là pour aller analyser à quelle aide peut prétendre le client et derrière aller chercher les fonds à la place du client, du syndic, du copropriétaire final. Merci beaucoup. Donc on voit effectivement que l'intérêt d'être opérateur référencé Logivolt pour un syndic, c'est pouvoir bénéficier d'une solution clé en main, un interlocuteur unique référencé, donc certifié par Logivolt, et de pouvoir bénéficier de conseils. Là, on est parti un petit peu du postulat de la copropriété qui était déjà dans ce projet-là, parce qu'effectivement, c'est notre quotidien et c'est très bien. Mais on entend aussi des copropriétaires qui ne sont pas encore prêts, notamment à cause de la nature des travaux dans les parkings. Jacques-Alexis, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consistent ces travaux ? Alors, les travaux, donc nous, en tant qu'opérateur référencé Logivolt, dès que la décision va être prise en Assemblée Générale de Copropriété, on va déployer immédiatement l'infrastructure, sans attendre qu'il y ait une demande de borne, parce que je pense que tous ici autour de la table, on est convaincus que c'est l'offre qui va créer la demande, c'est le fait de voir l'infrastructure de façon concrète dans le parking qui va permettre aux gens de se dire « Ok, c'est présent, maintenant on peut y aller, on peut acheter notre borne de recharge et notre véhicule électrique, et non pas dans l'autre sens ». Donc cette infrastructure, comme elle répond à un cahier des charges assez strict, on a des infrastructures qui sont très élégantes, on va dire. On a du chemin de câble dans toutes les allées du parking, on a des câbles qui passent très proprement, etc. Donc c'est très propre, c'est fait en une fois, donc on prééquipe tout le parking en une seule fois. Et ensuite, on ne revient que ponctuellement pour l'installation des bornes de recharge des copropriétaires.
L'emplacement, ce qu'on installe sur les places individuelles, c'est juste la borne. Là où dans la solution publique, on peut avoir jusqu'à 3 équipements qui peuvent être installés sur une place de parking, donc ce qui commence à faire un peu un patchwork de solutions sur les places de parking. Et nous, en tant qu'opérateur, comme on veut s'inscrire dans la durée, on s'assure aussi que le matériel qu'on va installer répond aux derniers standards en matière de qualité et qu'on a une harmonie dans les bornes afin d'avoir des équipements qui sont de qualité avec une bonne maintenabilité pour qu'on puisse accompagner sereinement nos clients sur la durée des conventions. Et est-ce qu'il y a un moment propice pour initier ces travaux ? Le plus tôt possible. Encore une fois, dès lors que la décision est prise, nous, on a tous un intérêt collectif vraiment à ce que l'infrastructure soit déployée plus rapidement. On sait que les bornes arriveront après, donc déployons l'infrastructure, le reste suivra. Je ris parce que je vais faire mon petit parallèle sur les pistes cyclables que j'aime bien faire, mais ça répond bien. C'est qu'effectivement, on n'a jamais vu autant de vélos en circulation que depuis qu'il y a des pistes cyclables. Et je pense que c'est vraiment, en tout cas, c'est la mission qu'on souhaite chez Logivolt, c'est que l'infrastructure puisse apporter les solutions de recharge et donc les bornes. Et c'est pour ça aussi qu'on est tout à fait d'accord pour accompagner dès lors qu'il n'y a pas de bornes. Néanmoins, l'objectif, ça reste quand même l'installation des bornes. Et donc, est-ce que, Victor, tu peux nous expliquer par la suite, dès lors que l'installation est faite, comment ça se passe pour pouvoir raccorder des bornes pour un copropriétaire ? Oui, tout à fait. Donc, comme on l'a dit, un projet se décompose en 2 phases. Il y a d'abord la pose du prééquipement collectif dans le parking et ensuite il y a la pose des bornes. Donc nous, on assiste généralement souvent à une première vague de pose de bornes à l'origine du projet, à la signature de la convention. Bon, on a les copropriétaires les plus pressés qui ont un véhicule en commande qui vont la faire poser tout de suite. Mais on a également ceux qui se réveillent plus tard. Donc comme tu l'as dit avec le parallèle sur les pistes cyclables. Aujourd'hui, nous, il faut savoir qu'en tant qu'opérateur, il n'y a pas de règle, c'est-à-dire qu'on peut la poser dans l'immédiat, à la signature de la convention, 1 an après, 3 ans après, 5 ans après. Il n'y a absolument aucune règle là-dessus. Il faut savoir aussi que, étant donné qu'on aura posé une belle infra en partie collective, nous, on va avoir une facilité d'intervention. À partir du moment où on a une demande, dans les jours qui suivent, on est capable de venir pour ajouter une borne pour le copropriétaire qui nous l'aura demandé. Et enfin, un principe qui est assez important qu'on peut mentionner aujourd'hui, c'est le principe de non-discrimination, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc c'est un principe notamment auquel on doit se tenir dans le cadre de la subvention à devenir, on doit aujourd'hui garantir à n'importe quel copropriétaire du parking, quelle que soit sa position par rapport aux ouvrages qui ont été installés au préalable, finalement une équité de traitement. On va garantir les mêmes conditions tarifaires, quel que soit le moment où il demande sa borne, quelle que soit sa position dans le parking. De cette manière-là, on opère une harmonie et finalement on évite les jaloux dans le parking en fonction de la place qu'il occupe dans le parking. Parfait, merci pour ces éléments. Donc on a vu un peu votre rôle en tant qu'installateur effectivement et qu'accompagnateur de la copropriété, mais votre rôle ne se limite pas à ça, bien au contraire. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on parle d'opérateur de services de recharge, parce que vous avez tout un rôle post-installation. Est-ce que tu peux aussi nous dire quelques mots sur l'offre de services par la suite? Oui, tout à fait. Donc, en fait, ce qui est important de dire, c'est que le rôle d'un opérateur ne se limite pas à poser une infra et des bornes et ensuite disparaître de la circulation. Nous, évidemment, on est là, on signe un contrat de service avec la copro, avec les usagers. On est là pour les accompagner dans la durée. Donc, on a vraiment une casquette, on va dire, servicielle qui est très importante dans notre métier. Dans le service, évidemment, la première notion qui va venir, c'est la maintenance. Aujourd'hui, on sait tous que le sujet de la mobilité, c'est un sujet très sensible pour les gens. Quoi de pire que finalement de se réveiller le matin avec un véhicule électrique qui n'a pas chargé à cause d'une défaillance de la borne. C'est quelque chose qu'il faut éviter absolument. Donc nous, on est vraiment là pour intervenir finalement le plus rapidement possible dès lors qu'il y a un problème signalé par notre client. En plus de ça, on a des équipements qui sont connectés, qui sont connectés à Internet. Nous, on y accède facilement à distance. Et dans 90% des cas, en fait, dans la journée qui suit la panne, on est capable d'intervenir, de diagnostiquer et de proposer une solution. Le service, donc il y a également d'autres aspects qui interviennent. On a la notion de contrôle d'accès. Nous, en tant qu'opérateur, on est garant finalement de la sécurité et finalement d'éviter que n'importe qui puisse venir se brancher sur une borne qui appartient à un copropriétaire donné, donc avec des badges sécurisés sur les bornes. On va avoir aussi la notion très importante de facturation, puisqu'aujourd'hui, évidemment, la facturation, le prix de l'énergie, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, nous, en tant qu'opérateur en copropriété, on est capable on propose finalement le coût de recharge qui est parmi les plus compétitifs dans ce qui existe par rapport à la voirie ou aux recharges sur autoroute par exemple, et on va être capable aussi de faire de la différenciation temporelle avec des charges par exemple qui coûtent moins cher la nuit
que la journée. Voilà. Et enfin, un dernier principe voilà, sur le service, c'est la notion de pilotage. Dans les infrastructures qu'on équipe, voilà, on intègre des supervisions. C'est quelque chose de très important parce que voilà, toutes les solutions ne sont pas pourvues de pilotage. Nous, on est capable vraiment de piloter l'ensemble des bornes qui sont maillées, posées dans le parking. On va être capable de faire du foisonnement, d'éviter les trop gros appels de puissance, de faire sauter les plombs dans le parking. Donc voilà, c'est aussi une casquette qui nous est donnée en tant qu'opérateur. Donc pour un syndic de copropriété, finalement, ce qui est bien, c'est que la facturation passe par vous. Il n'y a aucune facturation qui sera répercutée sur les charges de copropriété. Donc ça, c'est un point aussi essentiel pour eux. Et pour un utilisateur, c'est effectivement tout ce que tu viens de citer, mais notamment la capacité de pouvoir réagir assez rapidement et à distance. Donc comme on sait que voilà, la mobilité reste très importante aujourd'hui, donc c'est important de sécuriser ces points-là. Merci beaucoup pour ces éclairages. On voit donc que quand on est opérateur référencé Logivolt, il y a tout un aspect technique qui doit être justifié. Donc ça, c'est vraiment un travail que nous faisons pour assurer que le choix qui sera fait par la copropriété ou les syndics sera pertinent sur la durée. Il y a effectivement également des notions financières qu'on regarde. Comme on l'a vu, il y a une temporalité à respecter. Et c'est très important pour une copropriété ou pour un syndic finalement d'avoir un petit peu ce label Logivolt, puisque peu importe l'opérateur qu'ils choisiront, ils peuvent être rassurés sur le fait que techniquement et financièrement, ces opérateurs-là seront au rendez-vous. Et je pense que c'est un point essentiel d'avoir confiance dans les opérateurs qu'on retient, notamment quand on parle d'engagement et quand on parle d'engagement sur la durée. Donc je vais m'adresser à toi, Jacques-Alexis. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur les aspects contractuels de cet engagement ? Alors il y a un double engagement, c'est peut-être là la différence avec les deux autres solutions. Il y a un premier engagement au travers d'une convention qui va lier la copropriété avec l'opérateur. Donc ça, c'est une convention qui dure 5 ans, qui est une pratique relativement habituelle chez les opérateurs privés. Donc c'est une convention d'exploitation de l'infrastructure dont l'opérateur a la charge. Et à cela se rajoute la convention tripartite qui va nous lier avec vous, avec Logivolt, entre donc Logivolt, la copropriété et l'opérateur. Donc la convention de 15 ans, qui est plus longue, certes, mais on l'a dit, on a déployé une infrastructure qui répond à des critères qui sont relativement exigeants. Donc c'est une infrastructure qui a un certain coût. Et du coup, à un moment, il y a toujours des notions de rentabilité à trouver. Il faut trouver une certaine rentabilité dans le temps. Et donc cette durée de 15 ans a été mise en place pour permettre de s'assurer qu'on va réussir à amortir l'infrastructure, que Logivolt va réussir à amortir l'infrastructure. Oui, dans la mesure où effectivement les raccordements se font au fur et à mesure de la durée. Je peux faire le parallèle un peu avec ce qu'a dit Tony sur la liberté. Donc effectivement, il y a un engagement sur 15 ans, mais pour autant, la copropriété reste libre de choisir un autre opérateur si elle n'est pas satisfaite. Et ça, c'est bien prévu dans les contrats ? Absolument. Alors évidemment, ce n'est pas notre stratégie de vouloir que la copropriété se libère de nous, parce qu'on a un engagement à ce que ça se passe bien et qu'on apporte le service attendu par nos clients. Néanmoins, effectivement, il existe cette possibilité de sortir de ces conventions, donc de la convention opérateur d'une part, mais aussi de la convention tripartite, la plus longue, celle qui intéresse probablement nos auditeurs. Donc sur ces 15 ans, il y a différentes possibilités de sortir de la convention. La première possibilité consiste à, c'est assez simple, en définitive, on s'engage au démarrage de la convention sur un taux de place à équiper. Si ce taux de place à équiper est atteint avant les 15 ans, à ce moment-là, la copropriété peut décider de racheter l'infrastructure pour 1 euro symbolique. En tant qu'opérateur Logivolt, on est tous relativement convaincus que d'ici 15 ans, on aura forcément dépassé ce taux de couverture qui se situe entre 20 à 30% des places à équiper et que du coup, mécaniquement, le transfert de propriété se fera avant d'avoir atteint les 15 ans. Néanmoins, si cela ne devait pas être le cas, il existe néanmoins la possibilité pour la copropriété de racheter l'infrastructure à partir de 3 ans qui suivent la date de réception de l'infrastructure. Et à ce moment-là, la copropriété peut décider de la racheter à un prix qui est défini dans la convention tripartite, qui correspond grosso modo au nombre de places qui n'ont pas été équipées, multiplié par une quote-part à rembourser. Voilà. D'accord, donc il y a un engagement, mais il y a quand même cette possibilité toujours de sortir du contrat, sachant que qu'est-ce que devient l'infrastructure à la fin du contrat ? À la fin du contrat, la propriété est transférée du coup à la copropriété. Et donc ça, c'est aussi un point important, puisque par rapport, que ce soit vous, opérateur, ou nous, Logivolt, on n'a pas vocation à rester propriétaire. Et par contre, ça viendra effectivement renforcer la valorisation du bien d'une copropriété. Tu parlais effectivement de raccordement et donc de faire en sorte que les places soient raccordées au fur et à mesure. On a vu aujourd'hui que le gouvernement a vraiment massifié également son action et a souhaité accélérer les raccordements en copropriété privée. Donc ça, c'est un point essentiel parce que ce raccordement sera fait sans respecter forcément le taux de pénétration des véhicules électriques. Donc c'est ce qu'on disait, c'est vraiment anticiper pour apporter une solution de recharge avant d'avoir forcément son besoin effectif.
Merci pour tous ces éléments. Je pense qu'on a fait un bon tour de tous les avantages de la solution opérateur référentiel Logivolt. Après, vous êtes confronté régulièrement donc, à des copropriétaires ou des syndics de copropriété. Si là, vous deviez leur donner un conseil, faire une recommandation pour pouvoir mettre en place ce projet, ce serait lequel, Jacques-Alexis ? Ce serait un mot, ce serait urgence. Pourquoi urgence ? Parce que on est relativement convaincu qu'il faut anticiper pour ne pas subir. Alors c'est un peu guerrier comme expression, mais néanmoins, si on n'anticipe pas, on va avoir des problématiques à gérer de droit à la prise, on l'a dit un peu plus tôt, et potentiellement le gestionnaire de copropriété va se retrouver à un moment avec des copropriétaires qui vont avoir un véhicule électrique et qui vont lui dire mais maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Donc ce sera déjà trop tard. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'on a la chance aujourd'hui, enfin les copropriétés ont la chance d'avoir des dispositifs de subvention qui existent. Par définition, un dispositif de subvention, ça n'a pas vocation à s'inscrire dans une durée éternelle. Donc pour l'instant, on semble comprendre que ça va durer jusqu'au 31 décembre 2027, mais si l'enveloppe est consommée avant, potentiellement ces dispositifs de subvention n'existeront plus. Donc il y a une opportunité à saisir, c'est le moment de le faire. Troisièmement, on a également, aujourd'hui, on parle d'une vague depuis un certain moment avec le gestionnaire du réseau de distribution. On n'est pas encore sur le pic de la vague. C'est-à-dire qu'il y a encore de la bande passante chez les opérateurs, chez les gestionnaires de réseau de distribution, pour pouvoir déployer les infrastructures dans des temps qui sont relativement corrects. Je ne sais pas si demain, lorsque la demande va exploser, on sera tout à fait capable d'absorber le pic de ces demandes, tel que ce fut le cas à une époque pour les ascenseurs dans le cadre de la loi urbanisme et habitat. Donc voilà, c'est vraiment ces trois éléments qui font que voilà, on ne peut que inciter les gestionnaires de copropriété à vite décider. Ça ne coûte rien, le reste à charge est nul, donc il n'y a pas vraiment de raison de reporter la décision. On sait que ces temps-ci, il y a un peu une tendance au bashing envers les véhicules électriques ou des gestionnaires qui nous disent « oui, mais aujourd'hui, il n'y a pas de demande au sein de la copropriété ». C'est juste. Néanmoins, on est sur un temps qui est relativement long, c'est-à-dire que le temps de la copropriété, de l'Assemblée générale, c'est une fois par an. S'il faut attendre 1 an avant de prendre la décision, plus le temps du déploiement, c'est sûr qu'entre-temps, il y aura des gens qui auront eu un véhicule électrique et qui vont aller enquiquiner le gestionnaire de copropriété en lui disant « on n'a pas anticipé le sujet ». Oui, parce que finalement, comme on disait, raccorder une borne, une fois que l'infrastructure est installée, c'est 5 jours. Exactement. Mais raccorder une borne sans infrastructure, c'est plutôt, ça se compte en plusieurs mois. Exactement. Merci pour ce conseil pour les syndics et les copropriétaires qui nous suivent. Victor, je me tourne vers toi pour ton conseil à toi. Alors comme Jacques-Alexis en un mot, mon conseil c'est le conseil. C'est-à-dire que voilà, nous, avant d'être opérateur, d'installer, d'opérer un service, on a avant tout un rôle de conseil, évidemment, en tant que professionnel qualifié. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas hésiter pour les syndics, les CS, les conseils syndicaux d'immeubles, à nous faire intervenir, ne serait-ce qu'en conseil syndical ou même en AG, même s'il n'y a pas de résolution qui a été inscrite, l'opérateur peut tout à fait se déplacer pour venir donner ses conseils et ses recommandations. En effet, aujourd'hui, il y a une multitude de, comme on l'a dit, de choix qui sont possibles pour une copropriété, pour traiter le sujet de la recharge. Le sujet de la recharge en copropriété, encore une fois, est très complexe. Il y a beaucoup d'aspects à traiter, tels que la facturation, les questions techniques, les contrôles d'accès. Nous, on a souvent les mêmes questions qui reviennent, donc à force on sait y répondre à peu près par cœur, mais voilà, on est vraiment là pour ça, c'est notre rôle, et je pense qu'il faut absolument éviter l'idée de se dire que c'est un sujet qui peut être traité finalement un peu homemade entre le syndic et le conseil syndical, parce que nous malheureusement en tant qu'opérateur on assiste malheureusement des fois à des situations, on a été choisi pour intervenir dans un parking et en fait on découvre que depuis plusieurs années il y a des bornes qui ont été posées des fois par des artisans ici et là. Et en fait, pour nous, c'est très difficile de rétablir une harmonie et une cohérence. Évidemment, c'est beaucoup mieux dès le début, choisir un professionnel qualifié pour accompagner sur tous ces sujets qui sont complexes. Professionnel qualifié, j'insiste là-dessus, puisque nous, on est référencés par Logivolt, par Advenir. On est tous les trois, on travaille main dans la main aussi avec le GRD. On est vraiment très bien placés pour répondre à toutes ces questions. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter, même si on n'a pas encore été choisi comme opérateur dans la copropriété. Parfait, donc on comprend l'urgence, l'anticipation, le conseil, donc bien se faire accompagner. Et Tony, je me tourne vers toi pour le dernier mot de la fin, dernier conseil. Je m'inscris avec ce qui a été dit précédemment. Mon conseil, ça va être de s'emparer de ce sujet de l'infrastructure collective parce que c'est la seule vraie réponse à l'arrivée des véhicules électriques dans les parkings. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle apporte de la valeur à toute la copropriété. À une personne qui a un véhicule électrique, il aura cette solution de recharge à domicile qui est pratique et confortable. Il y a
elle va apporter aussi de la valeur à la personne qui a un véhicule thermique mais qui envisage d'avoir un véhicule électrique. Il aura ainsi une solution accessible très rapidement. Et même à la personne qui est contre les véhicules électriques, parce qu'il y en a, ça va lui apporter de la valeur parce que sans rien payer, eh ben, en fait, ça va valoriser sa place et la copropriété. Très bien. Donc effectivement, à l'époque, on pouvait acheter un appartement dès lors qu'il y avait marqué gaz et eau à tous les étages. Je pense que dans quelques années, on achètera un appartement dès lors qu'il y aura une IRVE qui sera installée dans le parking. Donc j'adhère parfaitement à ce conseil. Donc on a fait le tour, je pense qu'on a pu vraiment revenir sur tous les avantages de l'offre opérateur référencé Logivolt. On pourrait y passer des heures parce qu'on est tous passionnés par le sujet, mais je pense que voilà, il faut savoir s'arrêter. Et là, on va laisser le temps aux questions. Donc, alors la première question de Thierry Rousset qui est « Qui paye la ligne électrique qu'Enedis va tirer ?» Qui veut répondre à cette question? J'y vais. Qui va être à peu près la même réponse que pour la ligne du dessous. C'est nous, en tant qu'opérateurs, qui nous occupons de toute la relation avec le gestionnaire du réseau de distribution, et c'est nous qui payons les travaux qui sont liés à la création de ce point de livraison, PDL, point de livraison, donc qui sera dédié aux bornes de recharge, et uniquement aux bornes de recharge. Très bien, donc effectivement la deuxième question a été répondue. Donc la troisième, posée par Grégory Guimert, aujourd'hui on est sur du parking intérieur, quid des parkings extérieurs? Alors, concernant les parkings extérieurs, effectivement, c'est une très grande question. On en entend de plus en plus parler de la part de nos clients et des syndics avec lesquels on travaille. C'est un sujet qu'on prend vraiment de plus en plus au sérieux. Aujourd'hui, il faut savoir que les fabricants mettent en place des solutions et voilà, on n'est pas laissé. Les parkings extérieurs ne sont pas des laissés pour compte, hein, surtout pas. Aujourd'hui, encore une fois, pour rejoindre un peu le conseil que je donnais, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Parce que oui, évidemment, c'est une solution qui va être un petit peu plus sur mesure que de l'intérieur. Mais nous, on va se déplacer, on va regarder avec la copropriété ce qui est possible de faire facilement. Bon, des fois, quand il y a du génie civil qui est vraiment nécessaire, il y a du génie civil qui est nécessaire, c'est comme ça. Mais bien souvent, on peut quand même trouver des solutions de contournement qui permettent de réduire les coûts et finalement d'équiper les bornes, les places extérieures, voilà, on va dire dans des conditions tarifaires et de délais qui sont raisonnables. Donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour faire des études au cas par cas, je dirais. Très bien. Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Donc si on passe à la quatrième question, donc quel est le délai d'installation avec la solution opérateur? Alors, le délai peut être long. C'est pour ça, comme l'a dit Jacques-Alexis, il y a la nécessité d'anticiper ce projet. Parce qu'en fait, tout simplement, on va installer un nouveau point de livraison, comme ça a été dit précédemment. Et donc, on doit actionner le gestionnaire de réseau pour installer ce nouveau PDL. Ça prend du temps. On est sur un ordre de grandeur de 6 à 8 mois pour l'installation de ce PDL. Mais ensuite, l'installation en tant que telle de l'infrastructure est très rapide. Elle dure environ 2 semaines. Selon la taille du parking. Après, il y a certaines certifications conçuelles et mises en service qui peuvent prendre un peu de temps, mais on est sur un ordre de grandeur de 6 à 8 mois entre la prise de décision en assemblée générale et la mise en service. D'où l'importance effectivement de ne pas attendre d'avoir son véhicule électrique. Exactement. Pour mettre le sujet en assemblée générale. La dernière question, c'est effectivement le coût d'une installation. Donc je sais que c'est assez variable, mais est-ce que quelqu'un veut y répondre? Alors si c'est le coût pour la copropriété, la réponse, je pense qu'on l'a faite. Après, ça va dépendre de la configuration du parking. Enfin, le coût pour l'opérateur et pour Logivolt va dépendre de la configuration du parking. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, et je pense que c'est ça qui intéresse la personne qui a posé la question, c'est que pour la copropriété, le coût, il est de 0. Effectivement, comme l'a dit Victor, c'est du sur-mesure, donc difficile de répondre à cette question, mais ce qu'il faut retenir, tu as parfaitement raison, c'est que c'est 100% financé par Logivolt, donc pas d'inquiétude sur le sujet. Une autre question, quelle capacité de charge proposez-vous quant au dimensionnement des bornes ? Oui, alors ça, je peux peut-être apporter des éléments de réponse. Nous, aujourd'hui, ce qu'on préconise en résidentiel collectif, et d'ailleurs, bon, c'est finalement la puissance qui est financée par l'organisme Advenir, hein, il faut le dire, c'est la puissance de 7.4. Aujourd'hui, la puissance de 7.4 en résidentiel collectif, elle est largement suffisante voilà, pour un usage domestique. En règle générale, les gens arrivent le soir, repartent le matin, donc voilà, le véhicule reste immobilisé pendant voilà, environ 7 heures minimum.
c'est largement suffisant pour charger une batterie de véhicule électrique voilà, type Zoé et même Tesla, sans compter que dans la grande majorité des cas, les gens n'utilisent pas 100% de la batterie voilà, durant leur usage quotidien. Ils vont arriver le soir voilà, chargés à 80%, ils vont vouloir charger les 20% restants. Donc finalement, une recharge, au lieu de durer 6 heures, qui est une recharge complète, ne va durer que 2 heures. Donc la puissance de 7.4 est largement suffisante. Après, voilà, je dirais que même une recharge de 3.7 peut suffire pour un véhicule hybride, qui n'a que 50 km d'autonomie. Voilà, les recharges à 11 kg et 22 kg, bon, on est tous capables d'en poser évidemment, mais si tout le monde fait ça en copropriété, malheureusement, il va y avoir des tensions sur le réseau, et je pense qu'il faut, voilà, il faut plutôt privilégier le 11 et le 22 kg, plutôt pour des recharges en voirie où on a besoin voilà, de charger rapidement finalement. Donc ce n'est pas le périmètre du résidentiel collectif. Oui, vous êtes tous capables de le faire, mais ça ne répond pas aux besoins. Très bien. Et c'est d'ailleurs là, pardon, si je peux rebondir, qu'on peut apporter nous des solutions de conseil vis-à-vis des utilisateurs finaux, parce qu'effectivement souvent ils se disent il faut charger vite, mais ils se rechargent majoritairement la nuit. Et pour donner un ordre de grandeur qui peut peut-être rester en tête, 1 heure à 7 kW, c'est 50 km d'autonomie qu'on récupère, grosso modo. C'est ça, tout à fait. Ouais. Alors, il y a une question sur les garages individuels, donc dans le bloc de garage. Est-ce que vous voulez un peu préciser comment vous pourriez équiper ce type de parking ? Alors, pour les téléspectateurs, on a la caméra juste devant la question, donc on ne la voit pas entièrement. Donc, si on peut peut-être avoir la question en entier, peut-être. Les garages individuels dans les blocs de garage collectifs. C'est des box en fait, non ? C'est ça ? Oui, j'imagine. Comment positionner les infrastructures pour les garages individuels dans le bloc garage collectif ? Cela s'arrête au-dessus de la porte individuelle. Non, on va jusqu'au fond du box, bien sûr. Tu veux effectivement parler de ça ? Oui, bien sûr. Bah, si c'est la question, alors peut-être que effectivement le téléspectateur peut préciser, mais effectivement, s'il s'agit de box fermées dans un parking collectif, non, évidemment, nous, l'idée, c'est de prendre rendez-vous avec la personne. Elle nous ouvre son box, nous, on fait la pénétration du câble à l'intérieur, et après, on voit avec le copropriétaire où placer la borne à l'intérieur du box. Donc, évidemment, voilà, on va jusqu'au bout de la prestation, on ne s'arrête pas à la porte. D'où l'importance de contacter les opérateurs pour avoir effectivement un conseil sur mesure et des réponses sur mesure par rapport aux typologies de parking. On va patienter encore quelques secondes pour voir si on a des nouvelles questions. Alors, peut-on choisir sa propre borne ? Peut-on choisir sa propre borne ? Qui veut répondre ? Dans l'absolu, oui. Néanmoins, on doit respecter un certain cahier des charges à venir, et notamment avoir des bornes connectées pour pouvoir faire le pilotage et tous les services qui ont été évoqués précédemment. Donc il y a un certain référentiel à respecter. Si la borne le respecte, oui, c'est possible. Après, chaque opérateur a déjà sa propre borne qui répond à toutes ces caractéristiques et qui fonctionne très bien. Après, une borne reste une borne. L'important, c'est après tous les services qu'on va pouvoir y ajouter grâce à la connectivité de cette borne. Ouais, si je peux compléter là-dessus, c'est vrai que nous, on a souvent, on voit des copropriétaires qui sont tentés d'acheter leur propre borne sur des marketplaces à bas prix. Bon, nous, comme je le disais, moi, dans ma partie, on doit choisir des bornes qui communiquent pour pouvoir assurer notre rôle d'opérateur. Donc, on ne peut pas finalement recevoir n'importe quelle borne. Malheureusement, elles doivent répondre à des standards de communication, qui, comme disait Jacques-Alexis tout à l'heure, qui répondent à des normes, à des cahiers des charges en vigueur. Et donc, pourquoi pas, mais dans ce cas, il faut bien se coordonner avec nous sur le choix derrière du matériel, quoi. Parfait. Merci pour toutes ces réponses et merci pour les questions qui ont été posées. On arrive au terme de ce webinaire, mais n'hésitez pas en tout cas à contacter nos opérateurs pour toute autre question. On va vous mettre leur contact en fin de présentation, donc vraiment ils sont là pour ça, n'hésitez pas. Un petit mot de conclusion, je pense qu'effectivement la question de ce webinaire c'était pourquoi choisir la solution opérateur référentiel Logivolt plutôt qu'une autre? Je pense qu'on a apporté beaucoup de précisions. Ce qui ressort pour moi en cette heure, c'est que finalement, passer par une solution opérateur référencé Logivolt, c'est passer d'un sujet complexe à un sujet simple et concret. C'est vraiment faciliter le travail des syndics de copropriété et des copropriétaires, puisqu'ils n'ont plus rien à faire. C'est vraiment gérer de l'installation à la gestion, à la maintenance, sans contraintes financières ni contraintes administratives. Donc ça, c'est aussi un des plus de cette solution.
un des vrais avantages. Et donc, c'est vraiment pouvoir électrifier les copropriétés en toute sérénité et encore une fois, apporter une solution de recharge pour l'ensemble des copropriétaires sans avoir à se poser les questions de l'emplacement, etc. Donc, pour résumer, je pense que c'est vraiment donc, anticiper, se faire accompagner par un opérateur donc, certifié, référencé Logivolt et donc qui a toutes les capacités techniques à pouvoir faire le projet et se faire accompagner bien en amont pour avoir la meilleure option pour sa copropriété privée. Donc, merci à tous de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous en septembre pour le 3e webinaire que nous organiserons toujours sur le même sujet de la recharge de véhicules électriques en copropriété. Merci, au revoir.